Lundi 14 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres. Le stage est une période d'activité durant laquelle un étudiant met en application les enseignements théoriques suivis à l'école. Un magazine aborde les types et l'utilité des stages. Des mois après leur inauguration, l'esplanade des Amazones et la place Bioguerra, érigées à Cotonou, sont très visitées par les citoyens béninois et étrangers. Une équipe de la rédaction était sur le terrain ce week-end. La 5e édition du Forum de Paris sur la paix s'est tenue à la fin de la semaine écoulée. Face à une forte montée des tensions géopolitiques, le programme de cette année analyse les moyens de surmonter la multicrise et d'éviter une aggravation de la polarisation mondiale. À nouveau, bonjour. L'esplanade des Amazones et la place Bioguerra, érigée à Cotonou, sont très visitées par les citoyens béninois et étrangers depuis leurs inaugurations. Une descente faite par une équipe de notre rédaction sur les deux sites touristiques a permis de constater que l'affluence en ces lieux demeure toujours d'actualité. Reportage. Après leur inauguration le 30 juillet dernier, les places de l'Amazone et Bioguerra ne cessent d'accueillir du monde, tant en matinée, en après-midi qu'en soirée. Un tour sur ces lieux en fin de journée de ce samedi 12 novembre 2022 laisse apercevoir que jeunes, vieux, femmes et enfants ne se font pas prier pour s'y rendre. Au pied du monument du guerrier Wassangari, ces citoyens rencontrés se sont prêtés à nos questions. Moi personnellement, c'est un monument que j'ai vraiment adoré. Donc tous les week-ends, je suis souvent ici. Donc pour moi, c'est un atout. C'est un plaisir pour la jeunesse béninoise. Donc je remercie le gouvernement et ceux qui ont contribué à faire ce genre de monument. Vraiment, ça me tient à cœur. Je les remercie gravement, sincèrement. C'est une très bonne chose pour la population. Moi, je ne suis pas béninois, mais je suis de passage dans ce pays. J'apprécie vraiment ce monument. C'est une très bonne chose et j'en appelle à d'autres dirigeants d'emboîter le pas. Vraiment, le gouvernement béninois a bien travaillé ici et je les félicite et je les encourage. Scénario identique à l'esplanade des Amazones où prévaut une ambiance très récréative au grand bonheur des visiteurs rencontrés. C'est vivant parce que déjà vous voyez les jeunes, nous sommes tous là, il fait nuit mais on est là, donc ça veut dire que l'ambiance c'est déjà une très belle ambiance et on ne peut que se ragaillarder pour ça. Nous au Bénin nous sommes des Amazones, donc franchement un espace pareil c'est qu'on ne peut qu'être fier de cela. Donc franchement moi je suis très content. La première je suis venu en famille, donc nous sommes venus pour voir un peu comment ça se passe et puis vivre l'ambiance aussi avec les autres jeunes. J'aimerais revenir une autre fois parce qu'il y a une belle ambiance. C'est souvent à l'extérieur que nous retrouvons des sites et tout. Quand on voyage, on prend des selfies et autres. Mais là, c'est chez nous et on peut revenir le nombre de fois qu'on veut. Ah, mais c'est une fierté pour nous parce qu'on est aussi des guerrières. Voilà, des Amazones dans l'âme. Merci. Voilà. Le monde entier doit venir voir ça parce que c'est une œuvre d'art. Merci. Je sens quand même une sensation que je n'arrive même pas à expliquer. Il faut dire que l'authenticité de ce monument, ça prouve vraiment que c'est vraiment une bonne œuvre réalisée par le gouvernement actuel qu'il faut encourager. Lorsque vous allez dans les pays comme la France, c'est la Tour Eiffel. Lorsque vous allez en France, même si vous dites à quelqu'un que je viens de la France, il peut vous demander si vous êtes allé à la Tour Eiffel. Dès que vous dites oui, dès que vous le montez la photo, il dit voilà, je crois. Je vous crois, vous êtes vraiment allé à la Tour Eiffel, vous êtes vraiment allé à la France. Vraiment, bravo au président de la République et que le Seigneur Tout-Puissant le plaît davantage. La majorité de ces citoyens se dit connaisseurs et conscients de la représentativité historique de ce monument. Ils sont également prêts à se faire ambassadeurs touristiques du Bénin hors de nos frontières. Je viens souvent avec les enfants, surtout les week-ends. Cette statue nous rappelle le passé. Vous voyez, chaque fois quand moi je viens ici, je me rappelle de ces anciennes Amazones qui ont combattu, qui ont fait en leur temps ce qu'elles peuvent.
En tout cas, moi, je viens souvent avec mes enfants, ma femme, et puis on est heureux de revenir plusieurs fois. Je suis une Amazone et si on a une statue de ce nom, c'est une fierté. Donc c'est avec grand plaisir que je voudrais inviter mes amis qui sont à l'extérieur ou bien partout où je me rendrai en dehors de ce territoire et dire qu'il y a une place qui s'appelle l'Amazone et que vraiment j'invite les gens à venir au Bénin et venir visiter cet espace. Ici, il y a de l'espace, il y a de l'air qui passe, et puis il y a du monde, on est heureux et on remercie le président de la République. Nous vous invitons à suivre à présent le résumé des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce 13 novembre 2022. Plusieurs sujets d'actualité étaient au cœur des échanges. Depuis la réception le 10 novembre dernier des observations de la Sénat, plusieurs partis politiques ayant encore des candidats qui ne sont pas en possession de leurs quitus fiscaux s'attellent pour son obtention. Cette course qui s'effectue dans une atmosphère de dénonciation amène Théodore Mohidé à penser dans l'entretien de ce 13 novembre 2022 que la polémique relative au quitus fiscal est une conséquence de la non-anticipation de la 8e législature. Ces temps-ci, on évoque la question du quitus fiscal. Oui. C'est une question qui intéresse tout le monde. Et le vivier dans tout ça, il faut comprendre simplement que ce n'est rien d'autre que les flexibilités observées au niveau du législateur qui amènent tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Sinon, si je m'en prends à la déclaration du directeur général des impôts, pas plus tard qu'hier, il a su préciser quelque chose de très important. 95% des candidats ont déjà reçu leur quitus fiscal. À en croire le socio-anthropologue, le facteur impulsif qui accroît et fait maintenir la polémique autour de ce document est son exigence financière. Également, il profite pour faire une proposition à la prochaine législature. Il faut comprendre simplement que c'est l'argent qui est derrière la chose qui fait qu'il y a ce fourmillement, qui fait qu'il y a cette affaire de déferlement. Donc moi je peux dire, ce remue-ménage autour du fisc, ainsi de suite. Mais le jeu est simple. Et je voudrais demander à tous ceux qui sont en train de courir à gauche, à droite aujourd'hui, qui parlent de quitus fiscal, net quand va finir cette 9e législature, il faut que les députés essaient quand même de voter une loi et si mon quitus fiscal n'est pas prêt, on ne peut pas me prendre comme candidat. C'est mieux d'aller déposer un dossier incomplet et commencer par courir, mentir dans tous les sens. On m'a bloqué ici, on m'a bloqué. Ça ne marche pas. Dans l'hebdo des éditos, les débatteurs sont dubitatifs sur la possibilité de voir le Parlement 9e législature présenter un visage jeune. Mais ils s'accordent sur l'autre possibilité qu'est de voir un Parlement pluriel de mouvements politiques. Par rapport à jeunissement, je pense que on attendait beaucoup plus les partis politiques à ce niveau-là, surtout de la mouvance où il a été très agité dans l'opinion que ceux qui ont fait au moins 3 législatures, même si ça n'a pas été dit officiellement, pourraient disparaître au profit de nouveaux visages. Ce que nous ne semblons pas voir. Je crois que si nous avons déjà le BR, le bloc républicain, qui est dans le starting block, avec ce que les responsables de ce parti-là nous ont dit, moi je n'ai pas eu, il y a énormément de jeunes qui sont positionnés, les femmes sont déjà positionnées sur les listes avant d'être dans le bonus, comme on le dit. 9e mandature, un parlement jeune, je dis non. Mais je dis oui pour un parlement pluriel. Quand moi j'ai croisé les listes, c'est seulement le BR qui a positionné des femmes titulaires. Donc ces femmes titulaires aussi, qui ne sont pas aussi, excusez-moi, hein, bon, c'est des jeunes dames, hein, mais dit que des jeunes filles, non. C'est des jeunes dames. Ce n'est pas les étudiants, ce n'est pas des journalistes, et des jeunes qui sont positionnés. Bon, une chose est claire, quand on regarde la liste, les anciens députés positionnés à nouveau, et on prend ça déjà, qui sont bon, titulaires, vous voyez,
et la probabilité est forte qu'ils reviennent. Au cours du duel, la performance du Bénin, distingué champion de la baisse de l'inflation dans la sous-région, est appréciée par les débatteurs. Nous ne devons pas nous fier à ces chiffres et ne pas opérer en réalité de vraies réformes et ne pas prendre de vraies mesures pour aider cette population à faire face à cette tendance mondiale. Parce que je reconnais que cette question d'inflation, c'est-à-dire de la cherté de la vie et autres, est mondiale. La question est mondiale. Mais chaque gouvernement, en réalité, doit prendre des mesures pour aider sa population à faire face à cette situation. Le gouvernement a fait un travail colossal, un travail de fourmi depuis très longtemps. Et comme le disait le porte-parole du gouvernement, pour bâtir haut, il faut creuser profond. Le chiffre est quelque chose de très important lorsque nous sommes en économie, parce qu'il faut quantifier. Il faut quantifier la qualité. Hélas, monsieur Habib. Alors, nous sommes à un taux de croissance de 7,2%. Le taux d'inflation est même à 2 chiffres dans des pays voisins. Il nous dit de ne pas nous comparer au pire. Mais lorsqu'on nous dit que nous sommes premiers, regardons au moins ceux qui sont derrière, voyons comment pouvoir entraîner ceux qui sont derrière. Le taux de maîtrise de l'inflation est quand même significatif. Nous sommes à 1,7%. Alors qu'au Burkina Faso, ils sont déjà à 2 chiffres par rapport au taux d'inflation. Il faut préciser que les études relatives à l'estimation de ce taux sont effectuées en fonction de l'indice harmonisé des prix à la consommation, IHPC. On l'annonçait en titre. Le stage est une période d'activité durant laquelle un étudiant met en application les enseignements théoriques suivis dans l'entreprise d'accueil. Cependant, il en existe différents types. Que comprendre du stage? Est-ce indispensable pour une carrière? Élément de réponse dans ce magazine signé Modeste Dossoutobe. Il y a des stages qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. De toutes les façons, pour avoir la main dans une profession, dans un métier, il faut forcément un stage. Le stage est une étape importante et enrichissante dans le processus de formation. Il permet un premier contact avec le marché du travail et favorise aussi une mise en pratique des notions théoriques et une exploration des compétences et intérêts sur le plan personnel et professionnel. Il constitue donc un parcours professionnel à planifier et on existe de plusieurs types. Quand un étudiant est en formation, pour pouvoir soutenir, il doit forcément probablement faire un stage académique pour pouvoir s'immerger dans une entreprise afin d'apprendre et de pouvoir exercer tout ce qu'il a appris de façon académique dans cette entreprise. Et c'est à la suite de ça qu'il soutient. Alors que le stage professionnel, au fait, est un stage qui intervient beaucoup plus après la formation, qui permet aux diplômés d'acquérir des expériences professionnelles pour pouvoir être très compétitif au niveau du marché de l'emploi. Le stage académique intervient lorsque vous êtes en train de faire une formation, vous êtes étudiant, vous êtes apprenant. Le professionnel intervient au moment où vous avez déjà votre diplôme à votre disposition, vous êtes déjà qualifié pour le poste, mais vous venez pour acquérir plus d'expérience. Vous venez pour apprendre davantage afin d'être plus fin, afin d'être plus professionnel dans le domaine de formation. C'est un passage obligatoire, on ne peut rien faire sans stage. Vous prenez des formations comme un métier d'avocat, le stage est inclus dans votre processus. Vous devez faire un stage d'un certain nombre d'années. Vous prenez une formation comme l'expertise comptable, vous devez faire un stage de 3 ans. C'est obligatoire avant d'aller à la fin de la formation. Donc, quand nous prenons les autres stages, c'est des stages que vous voulez, 3 mois, 2 mois, bon, c'est des stages qui ne sont pas si formels que ça, mais les autres stages sont déjà intégrés dans la formation et vous devez forcément les faire. Le choix de l'entreprise s'avère donc d'une importance capitale pour l'intégration dans un monde professionnel. Quand je veux choisir une entreprise, je suis dans le domaine de la comptabilité, je suis dans le domaine du journalisme, je veux voir qu'est-ce que je veux devenir. Quelle est déjà la qualité de l'entreprise que je veux choisir? Parce qu'il y a énormément de télévision, énormément de radio. Mais ce qui se fait à l'endroit là me permettrait-il d'aller où je veux aller? Me permettrait-il de me perfectionner? C'est très important. Maintenant, au-delà de ce choix, il faut
avouez que chez nous, par moment, c'est l'entreprise qui vous choisit parce que vous déposez plusieurs demandes de stage. Au final, c'est une entreprise peut-être pas si performante à votre vue ou à vos souhaits qui vous reçoit. Il faut avoir un projet personnel et professionnel rédigé. C'est pas dans nos habitudes, c'est pas dans notre culture. On va en stage comme on joue à un jeu de loterie, ce qui n'est pas normalement, c'est pas ça, c'est pas comme ça que cela devrait se passer. Moi, je ne souhaite pas souvent pour un jeune de commencer son stage dans une grosse boîte, parce que dans une grosse boîte, tu n'apprends pas beaucoup. Il faut aller de la petite entreprise vers la moyenne pour aller vers la grosse. Tu développes des spécificités. Quand tu es dans une petite entreprise, on te commande tout, tu fais tout. Donc tu touches à tout. Quand tu vas dans une grande entreprise, tu fais la même chose plusieurs fois. Tu es spécialisé d'office, ce qui fait qu'après, quand tu vas te lancer toi-même, tu ne pourras plus faire tout parce que tu n'as pas eu la chance d'apprendre ça. Le stage représente alors une opportunité à saisir par le professionnel pour faire valoir ses savoir-faire au sein de l'entreprise. Le stage, c'est une opportunité. Chaque fois qu'on vous confie un travail, c'est une opportunité. C'est vrai, nous avons des traits de personnalité qui peuvent nous amener des joies à ne pas vouloir faire. Mais après, quand tu fais une introspection et tu prends du recul, tu te dis, bon, j'ai gaffé ici, j'ai gaffé là. Parce que c'est à force de vous confier les choses que vous allez vraiment maîtriser. Et si tu te laisses aller, tu vas rentrer dans ce piège-là. C'est à toi de te réveiller pour savoir que tu as des aptitudes pratiques que tu as envie de toucher, cerner, développer durant ce stage-là. Et du coup, tu peux proposer chaque semaine, ah, excusez-moi, est-ce que je peux apprendre ceci? Te rendre disponible, ne pas rentrer tôt. C'est un piège ça, ne pas rentrer tôt. Rentrez tôt dans un stage, oui. On vous étiquette et on ne vous montrera rien. Quand on te colle des étiquettes comme ça, on t'associe à rien. On sait que tu n'es pas disponible. On sait que si on te confie quelque chose, ça ne va pas marcher. Donc le stagiaire doit être disponible. Allez vers les gens, même si on ne t'appelle pas, il faut que tu sois curieux. Ah, comment on fait ceci? Au début, on peut te dire, bon, tu ne peux pas faire. Tu vas dire, non, tu peux. On va te confier. Si tu réussis un peu, on va dire, ah, mais il a du potentiel. Aucune disposition ne se retrouve dans le Code du travail qui encadre le stage au Bénin. Il faut noter qu'au sein d'une entreprise, le stagiaire et l'employé ont des droits. Le stagiaire n'est pas considéré comme un salarié, mais il doit respecter les règles de son établissement d'accueil. Il a déjà fait ses preuves chez vous, peut-être pendant 6 mois et autres, et donc il maîtrise les rouages. Quand il est là, c'est pas qu'on apprend encore énormément de choses, en quelque sorte, au fait. C'est parce qu'il n'a pas encore trouvé d'emploi et que vous le trouvez utile. Il est déjà indépendant dans son travail dans l'entreprise pendant des mois. À un moment donné, il faut lui donner quelque chose. Même si c'est pas un gros salaire, au moins son déplacement, que cela au moins soit assuré. Sinon, c'est compliqué. Parce qu'il a des charges lui-même, il a des responsabilités, il ne va pas rester chez vous pendant 2 ans, 3 ans. Et on voit chez nous, par moment, on a l'impression que les entrepreneurs exploitent les jeunes. On vous dit forcément il faut 3 ans d'expérience pour certains postes, 2 ans d'expérience, et vous allez en entreprise, vous travaillez là, c'est plus qu'on vous apprend quelque chose, mais l'entrepreneur n'a aucune bonne foi pour vous payer au minimum le déplacement. Je crois que c'est malhonnête. Lorsque quelqu'un a déjà fait ses preuves, c'est plus un stagiaire en quelque sorte, entre griffes, si je peux m'exprimer ainsi, il faut au moins lui donner un minimum. Comme salaire. Le stagiaire a des droits et l'employeur a aussi des droits. Mais comme je l'ai dit, puisque ce n'est pas réellement réglementé, chacun le fait à la tête du client. Un stage professionnel, par exemple, peut être rémunéré ou pas. La rémunération motive parfois l'employé à se surpasser et à fournir beaucoup d'efforts dans le travail qu'il fait. Il a pour portée de donner un premier aperçu du monde du travail. Le stage peut également devenir un vrai cauchemar pour certains. Lorsque vous mettez en conflit avec quelqu'un, sachez qu'il va former des clans autour de lui. Ils vont se liguer contre vous. Il n'y a rien à faire. Et c'est comme ça que ça se passe dans toutes les organisations. L'organisation est un haut lieu de politique. C'est un haut lieu de politique. Or, souvent, le stagiaire, quand il y va, lui, il y va seulement pour aller apprendre la technique. Donc, le management doit être présent. Vous devez savoir que c'est les deux qui sont en train d'être alliés là. Vous devez savoir qui traîne avec qui et comment vous allez vous comporter avec chacune de ces personnes. Sinon, en réalité, ça se retournera contre vous. Le problème, il est simple. On va vous commander. Vous allez faire avec, comme on l'a dit, et il a abordé dans le même sens. Il faut que vous soyez proactif, que vous forcez la main aux gens, que vous preniez les devants de certaines tâches et qu'on vous voit, ah, mais le garçon là, il n'est pas comme les autres stagiaires. Ça va faire que même si les autres rentrent, vous allez faire votre travail. C'était donc un magazine inspiré d'un des plateaux de votre émission La Co Commune, un public reportage dans cette édition.
Un public reportage sur le lancement du livre 6 piliers pour une vie de couple ce samedi 12 novembre 2022 à Cotonou. L'ouvrage a pour auteur le love coach Christian Caleb Doumati. Il vise à permettre la construction d'une relation harmonieuse au sein des couples. Compte rendu, Modeste Dossou-Togbe et Djouakapo. 6 piliers d'une vie de couple. C'est le titre d'un ouvrage de 7 chapitres. L'auteur, coach Christian Caleb Doumati, entend aider les couples et les célibataires à définir ce qui est important pour eux tout en leur laissant la liberté de choisir les principes fondamentaux de leur relation présente et future. Ce livre contient également des exercices pratiques pour structurer sa vie sentimentale. Et pour planter le décor, l'auteur explique le choix porté sur la couverture. C'est un choix qui a été fait à dessein. Parce qu'on dit dans nos langues, Mina non pas 6 ans, Kakai Bada. Donc le fait de mettre la soirée en fond sur la couverture de ce livre, c'est pour prédire la longévité de toutes ces personnes-là qui vont lire et mettre en pratique les 6 piliers dans leur vie de couple. Ne pouvant pas être partout à la fois ni aider tout le monde en même temps, ce livre s'érige en relayeur permanent, présent dans chaque couple, afin d'aider les partenaires engagés à construire une relation saine et harmonieuse. Dans un premier temps, c'est un livre qui est pratique. Je ne suis pas resté dans l'imaginaire, mais c'est parti d'éléments concrets que les couples vivent au quotidien. La deuxième raison que vous avez d'acheter ce livre, c'est que dedans, il y a plus de 200 questions d'introspection. Des questions qui vont vous permettre d'analyser votre vie sentimentale. Quand je dis vie sentimentale, c'est à la fois le célibat et la vie de couple. De voir comment est-ce qu'il faut que vous réaménagez les choses pour avoir une vie sentimentale pleinement épanouissante. Ce livre contient également des exercices pratiques pour structurer sa vie sentimentale. Il lui a fallu plusieurs années d'études pour sortir ce bouquin de 180 pages, fait d'expériences et d'orientations bénéfiques pour tous les lecteurs. C'est un livre qui a été écrit dans un langage courant. Il n'a pas été trop pédant dans ce qu'il a écrit. C'était vraiment bien présenté. C'est un vrai diamant. C'est un livre qu'il faut que tout un chacun puisse savoir. Ce jeune, il est très ingénieux en fait. C'est comme une Bible pour les couples et même pour les célibataires. Et je pense que ça va changer quand même la donne. Ce livre, c'est un livre absolument à s'en procurer. Caleb, je te félicite vraiment pour le travail abattu et je te félicite pour avoir creusé vraiment avant de trouver tout ce que tu as trouvé. Parce que c'est pas facile, hein? Félicitations encore une fois et tu iras loin. Au thème de la présentation du livre, les dédicaces adressées par l'auteur l'ont conforté dans sa prochaine mission, qui n'est rien d'autre que la mise en place d'une plateforme de création de liens des célibataires désireux de construire une relation sérieuse. J'invite réellement tout le monde, toutes les personnes qui éprouvent ce besoin-là d'avancer dans leur vie sentimentale, dans leur couple, à acheter ce livre, à appliquer avec leur partenaire tout le contenu de ce livre. Hors de nos frontières, la 5e édition du Forum de Paris sur la paix a eu lieu les 11 et 12 novembre dernier. Face à une forte montée des tensions géopolitiques, le programme de cette année analyse les moyens de surmonter la multicrise et d'éviter une aggravation de la polarisation mondiale. Ce rendez-vous diplomatique porte également sur le multilatéralisme et un nouvel ordre mondial coopératif. Reportage. La sécurité alimentaire, la crise énergétique, les perturbations économiques et politiques, la 5e édition du Forum de Paris sur la paix porte sur les moyens de surmonter la multicrise. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, appelle à une coopération mondiale de tous les secteurs, publics ou privés, tout en soutenant le multilatéralisme. Nos problèmes sont de plus en plus communs et en même temps, cette coopération multilatérale fondée sur les droits humains est mise à mal. Je pense qu'il y a une chose qui, moi, dans l'expérience récente que j'ai eue à l'UNESCO, qui me donne quand même de l'espoir et me dit que c'est toujours possible d'avancer,
c'est quand ce multilatéralisme-là, fondé sur les valeurs, c'est les États qui coopèrent, ce sont des sociétés, des organisations intergouvernementales, mais on a besoin des opinions publiques, on a besoin des chercheurs, on a besoin des ONG, on a besoin des entreprises. Et tout ça crée des conditions qui permettent de rapprocher in fine des positions d'États membres. Cette édition du forum rassemble des représentants d'États, d'organisations internationales, d'entreprises, de banques de développement, de fondations et des ONG de toutes les régions du monde. Les crises qui nous touchent aujourd'hui sont vraiment globales, elles concernent tous les domaines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore un petit peu trop tendance à diviser les ONG d'un côté, la société civile, les experts et les gouvernements. Et parfois, c'est très compliqué d'amener cette coopération entre tous les échelons de participants pour résoudre ces crises-là. Donc je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on ait beaucoup plus de dialogue comme on le fait dans ce type d'événement pour pouvoir justement avoir une meilleure coopération et que les solutions ne soient pas uniquement à la charge de nos gouvernants, mais que nous également, en tant que société civile, en tout cas, on puisse y participer et vraiment devenir acteurs du changement et de coopération au niveau mondial. Durant 2 jours, les participants au forum lancent des nouvelles solutions, des initiatives et des débats transnationaux. L'événement réunit cette année quelques 4000 acteurs de la gouvernance mondiale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bene et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bene tout simplement, eTélé avec vous, pour vous.